si elle est réfutable. Karl Popper a dit mieux que moi, Claude Bernard a dit mieux que moi aussi. En d'autres termes, si je vous dis quelque chose, et vous pouvez me montrer que j'ai tort, ma phrase est scientifique. Si je vous dis quelque chose, vous ne pouvez pas me montrer que j'ai tort, ma phrase n'est pas scientifique. Deux exemples. C'est pour ça que j'ai mis une petite vache en bas pour comprendre. Hein. Si je vous dis, les vaches sont persuadées que les trains ont été inventés pour les distraire. Personne ne peut me montrer que j'ai tort. Ma phrase n'est pas scientifique. Maintenant, si je vous dis, toutes les vaches sont noires, je dis que vous trouvez une vache blanche pour montrer que j'ai tort. Donc ma première phrase n'est pas scientifique, la seconde l'est. Important. Ce qui veut dire d'ailleurs qu'en science, j'ai l'impression de vous le dire plusieurs fois, un scientifique ne dit jamais la vérité. Mais un scientifique peut dire ce qu'il faut. Je peux vous dire que la Terre n'a pas 6000 ans, comme quelques grands couillons le prétendent. Je peux vous dire comment ne s'est pas formé le système solaire, comment n'évolue pas l'univers, comment n'évoluent pas les étoiles. Et quant à vous dire comment ça s'est passé, ben, c'est ce que je vous expliquais, et ce que je vous explique aujourd'hui. Bon, fondamental application, je vous l'ai dit, la science, vous l'avez compris, avec le développement. Quand on parle quelquefois de problème de chômage, c'est pas en faisant des chemises à bas coût qu'on va le résoudre. Ils en font ça mieux que nous en Asie du Sud-Est, c'est par l'innovation. C'est évidemment pas la recherche, c'est évidemment pas en faisant preuve d'initiative. Alors, la science est aussi l'humanisme, évidemment. Alors, à quoi sert la science? Pour moi, il y a au moins 3 fonctions. La première, c'est le progrès. Refuser le progrès, pour moi, me paraît quand même un peu archaïque. Et il n'y a pas de progrès sans science. Deuxièmement, c'est un rempart contre la violence. Pourquoi? Parce que les sociologues l'ont dit mieux que moi. La violence n'est pas la fille de la pauvreté. La violence est la fille de l'inculture. Et Marat Calter l'a dit mieux que moi. Il a dit la violence commence là où la parole s'arrête. Quand 2 personnes se disputent, elles s'envoient des injures à la figure. Puis à un moment donné, il y en a un qui a, il n'y a plus d'argument. Alors il frappe. Donc vous avez compris que, pour moi, la culture est essentielle. Et la culture scientifique fait partie de la culture, bien entendu. L'autre point, c'est évidemment une protection contre l'obscurantisme. Alors l'obscurantisme, c'est évidemment l'astrologie, c'est les soucoupes volantes, c'est toutes ces bêtises, etc. C'est aussi les fondamentalistes de tout poil. Mais aussi, c'est certaines personnes qui, croyant défendre des causes nobles, deviennent obscurantistes. Et là, je voudrais dire que ces personnes, je vous provoque un petit peu pour vos questions, etc. Je connais certains écologistes qui ont une cause noble, parce qu'ils veulent moins polluer, ils ne veulent pas gâcher, ils veulent faire attention à la pollution, mais qui, pour cette cause noble, se déconsidèrent en étant parfaitement obscurantistes, anti-scientifiques. Et là, ça ne va plus. Donc attention aussi, le manque d'éducation, le manque de culture, ça fait beaucoup de mal. Alors, pourquoi faire de l'astronomie? Est-il en train de dépenser des milliards d'euros? Je crois qu'une activité, faire de la science, qui lutte contre la violence, contre le chômage et pour le progrès, c'est pas totalement inutile. Alors vous avez les vertus de la science, on l'a vu, c'est la curiosité, c'est le doute, c'est l'humilité, c'est la liberté, c'est la tolérance, etc. Et ça, c'est un petit schéma qui résume simplement l'organisation de la recherche en France. Oui, parce que moi, dans ce bouquin, je proclame aussi que les scientifiques ne font plus de science, les scientifiques font du papier. Et c'est vrai en France, c'est vrai en Europe, c'est vrai aux États-Unis. Et puis, regardez les entreprises privées. Qu'est-ce qui est important? C'est l'ingénieur, c'est celui qui fait le produit. Ah non, on a mis des financiers. Et c'est le marché à l'envers. Et là aussi, je suis pour défendre des vrais métiers, c'est-à-dire des métiers d'innovation, des métiers où on fait quelque chose de nouveau, et pas cette bureaucratie envahissante, cette finance envahissante et autres. Donc, enfin, vous voyez que je m'éloigne légèrement de l'origine. Et tout ça parce que je vous ai dit que je ne savais pas comment ça s'était formé. Alors, science et conscience, évidemment, ça va ensemble. Certains prétendent que la science est mauvaise, certains craignent la science. La science, elle n'est ni bonne ni mauvaise. La science, elle n'est ni de gauche ni de droite. La science, elle est. Je donne 2 exemples, un marteau. Eh bien, avec ce marteau, vous pouvez construire une maison, mais avec le même marteau, vous pouvez tuer votre voisin. Vous prenez une fusée, avec une fusée, vous pouvez aller visiter les planètes, vous pouvez aussi envoyer des bombes chez les voisins. Autrement dit, l'objet en lui-même, il n'est pas bon, il n'est pas mauvais, c'est son utilisation. Et donc, on a besoin de culture, et scientifique, et à côté, pour utiliser les choses aussi bien que possible. Là, j'aime bien citer cette phrase d'Alembert, qui dit que Démocrite, qui est quelqu'un que j'admire profondément, c'était le philosophe rieur, Démocrite avait trouvé la manière la plus philosophique de jouir de la nature et des hommes, savoir d'étudier l'une et de rire des autres. Pour moi, c'est une très belle philosophie de la vie. Alors, maintenant, posons-nous les grandes questions. L'astronomie, les philosophes grecs, depuis des millénaires, se posent des questions sur la place de l'homme dans l'univers. Qu'est-ce qu'on fait là? D'où venons-nous? Où allons-nous? Qui sommes-nous? Je crois qu'on ne peut pas y répondre si on n'a pas un minimum de connaissances en biologie, science de l'homme, et en astronomie, science de l'univers. Et du coup, on se pose des questions du temps, de la vie, de la matière, de l'espace. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que le temps? Bon,
qu'Étienne Klein, si j'ai bien compris, viendra l'année prochaine, il vous racontera ça. Mais j'ai des copains à Saclay qui me disent, tu sais, André, le temps n'existe pas. Je comprends pas complètement, je comprends un peu ce qu'il veut me dire quand même. Certains disent, le temps n'existe pas. En tout cas, le temps, il y a le temps de ma montre, il y a le temps de Newton, de placement, mais il y a aussi le temps de l'ordre général, il y a le temps de la mécanique quantique, il y a le temps qu'on ressent. Chacun sait qu'une minute dans les bras d'une jolie femme, en ce qui me concerne, paraît beaucoup plus courte qu'une minute dans les bras d'un dentiste. Hein. Dans la main. Donc, le temps, qu'est-ce que c'est, hein? Certains disent le temps, c'est ce qui passe quand rien ne se passe. Est-ce que le temps existe en dehors de nous-mêmes? Ou est-ce que le temps est inhérent? Et toutes ces questions, on ne sait pas y répondre. Donc le temps, on ne sait pas. D'accord. Et vous connaissez l'histoire de jumeaux de Langevin, où on envoie un jumeau qui reste sur Terre, l'autre qui va se promener dans l'espace. Quand le jumeau revient, celui qui s'est promené, eh bien, il a vécu 20 ans, celui qui était sur Terre, il a vécu 80 ans. Et on pourrait même rêver à des voyages interstellaires où on va voir ces étoiles qui sont à des années-lumière. Et je vous donne un meilleur exemple. Imaginez que demain, j'invente un engin qui accélère ma fusée de manière constante, avec une accélération égale à 1G. 1G, c'est la pesanteur. Hein, pas besoin d'avoir une pesanteur artificielle. Eh bien, si je vais au centre de la galaxie, qui est à 26 000 années-lumière, eh bien, je vais y aller en 40 ou 50 ans, à ma montre. Et si je fais un aller-retour, je fais un retour en 80 ans. Et quand je reviens sur Terre, il se sera écoulé 52 000 ans. Maintenant, c'est ma montre qui marque ça. Et ça, on le voit par des avions qu'on envoie vers l'Est et vers l'Ouest, ça a été vérifié. Mais qu'en est-il des cellules biologiques? Qu'est-ce qui se passera? Et vous voyez très bien que demain, si on commence à se promener dans l'espace, le temps est une question qu'on va se poser. C'est pas évident. Enfin, en un mot, vous avez compris, toute ma conférence, ça sera ça. On n'y comprend rien, on n'y comprend rien, on n'y comprend rien, mais on s'amuse bien. La matière, c'est quoi? Alors la matière, mes collègues physiciens des particules, on va vous parler du boson de Higgs. Le collègue qui va vous en parler dans le Higgs, il vous dira que c'est formidable, il a raison, c'est une très belle expérience qui est faite, et les physiciens des particules ont inventé un modèle, qui s'appelle un modèle standard, qui avec 24 particules de base explique la matière. Bon. Moi ça me paraît compliqué, je ne suis pas physicien des particules, donc je regarde très bien de les critiquer. Mais ce modèle me paraît compliqué. Et l'astronome que je suis a quand même vécu, il n'y a pas si longtemps, enfin nous avons vécu l'astronome, ce modèle, qui était le modèle universel des astronomes, qui était le modèle de Ptolémée. Ce modèle disait que la Terre était immobile au centre de l'univers et que l'ensemble des planètes, pour expliquer, elles bougeaient sur des épicycles emboîtés. Celui qui était prof à l'université à Paris à ma place en 1255, eh bien, il explique aux étudiants qu'il y avait 72 épicycles expliquant le nom des planètes. Et chaque étudiant devait connaître par cœur le nom de chaque épicycle et décrire ça. Comme je dis à mes étudiants maintenant, les examens sont d'une facilité extraordinaire de nos jours comparé au Moyen-Âge. Bon, ce modèle des épicycles est complètement faux. C'est bien que la Terre est pas immobile au centre de l'univers. Maintenant, si vous voulez savoir où sera Jupiter le 14 mai 2153, ce modèle donne la réponse. Ce qui veut dire qu'en science, un modèle n'est pas une description de la réalité, un modèle est un outil. Autrement dit, le modèle standard des physiciens, c'est un excellent outil. Je ne suis pas sûr que ce soit une description de la matière. Alors on a trouvé la dernière particule, vous savez, avec cet accélérateur où on franchit la frontière franco-suisse sans arrêt, sans jamais voir un douanier. Bon, la matière, je ne crois pas qu'on ait vraiment compris. L'espace, qu'est-ce que c'est? Alors moi je vous dirais fort, je répète, l'espace n'existe pas. Nous ne sommes pas, comme on l'a cru pendant longtemps, dans un espace où il y aurait un haut, un bas, une gauche, une droite, et l'univers. On dit, mais est-ce que l'univers est fini, est infini? Est-ce qu'il y a une borne? Est-ce qu'il y a de l'autre côté? Non, l'espace n'existe pas. Ce que nous appelons espace, c'est l'environnement de la matière. Sur Terre, on a un haut, un bas, une gauche, une droite pour échapper aux prédateurs, pour manger à notre faim, mais c'est un environnement. Et cet environnement est très différent auprès d'autres engins. Près d'un trou noir, c'est pas du tout la même chose qui se passe, etc. Autrement dit, l'espace n'existe pas. Quant à la vie, qu'est-ce que c'est? Ben moi, j'en sais rien. La vie, est-ce que c'est fait de se reproduire? Les cristaux de glace, ça se reproduit, c'est pas la vie. Est-ce que c'est fait de respirer, d'avoir des déchets? Prenons un peu tout ça. Mais il n'y a pas si longtemps, on vous disait que la vie, pour exister, avait besoin de soleil, avait besoin de lumière, etc. Or, on a trouvé, il n'y a pas si longtemps, au fond des océans, ce qu'on appelle les extrémophiles, c'est des organismes vivants qui ne reçoivent pas la lumière du soleil, qui sont près d'une source d'eau chaude. On a trouvé des organismes étonnants dans les déserts les plus arides, dans les monts, en Antarctique ou en Arctique, qui fait qu'il y a un certain nombre de possibilités qui s'ouvrent complètement. La vie, on n'a pas compris ce que c'était. Je suis prêt à prendre un pari avec vous. Bon,
je reviendrai dans 80 ans dans ma chaise roulante pour voir si j'ai gagné ou pas, c'est que si on trouve de la vie extraterrestre, on trouvera ou pas, je ne sais pas, la vie sur Terre nous paraîtra comme un cas particulier d'un phénomène beaucoup plus général, qui est exactement ce que nous avons vécu en explorant les planètes. Les satellites que nous avons trouvés, les planètes que nous avons trouvées, ne ressemblent à rien à ce qu'on m'avait appris à l'école. C'est beaucoup plus riche, c'est beaucoup plus varié, c'est beaucoup plus divers, et pour la vie, je ne sais pas ce qu'on trouvera, mais en tout cas, s'il y en a, il n'y a peut-être pas, alors je n'en sais rien. Enfin, vous avez compris que tout ça, ces grandes questions, nous sommes au moment extraordinaire où on est au seuil d'apporter des débuts de réponse, et ceci est symbolisé par ce collègue, vous voyez, on commence à quitter la Terre, on commence à quitter le berceau. C'est un collègue qui était parti en week-end, pas très loin, hein, mais c'est le début de l'histoire. Hein. Donc, alors vous voyez, je passe un quart d'heure par diapo, il y en a 312, donc ça se donne le ça, c'est une photo, on voit rien, mais c'est une photo triste, c'est une photo satellite. On photographie la Terre, une mosaïque de photos, et quand il fait beau, évidemment, entre les nuages, vous voyez États-Unis, Europe, Inde,